Et aujourd'hui, ça s'est boboisé. On parle beaucoup de la boxe en col blanc, le white collar. On va proposer à cette clientèle-là une façon plus accessible de pratiquer. J'ai trouvé je crois que c'était de mémoire 100 membres pour être à mon point d'équilibre. Aujourd'hui, j'ai mes 100 membres, donc j'ai atteint mon point d'équilibre. Bonjour et bienvenue dans Investir le Ring, le podcast qui explore les enjeux business des sports de combat. Je suis Franck, passionné d'arts martiaux. Et dans chaque épisode, je pars à la rencontre des acteurs qui font vivre la discipline. Combattants, dirigeants de salle, sponsors, coachs. Ensemble, on décrypte les parcours et les coulisses du milieu. Allez, place à l'épisode. Salut Jean-Baptiste, comment ça va ? Écoute, ça va impeccable, ça va comme un dimanche. Je suis content de t'avoir sur ce podcast, Jean-Baptiste, parce que toi, tu as été coach de boxe française, notamment pendant 10 ans en Île-de-France. Et désormais, tu es à la tête de ta propre salle d'arts martiaux, le Rivalist Boxing Club, dans le très chic 8e arrondissement de Paris. Et aujourd'hui, j'ai envie de savoir comment on passe de coach à gérant de salle. Ça va être un petit peu notre fil rouge aujourd'hui. Est-ce que ça te va comme programme ? Parfait, tout un programme, mais je vais essayer d'y répondre. Est-ce que tu peux te présenter, Jean-Baptiste, s'il te plaît ? Alors, je me présente, je m'appelle Jean-Baptiste Chartier, je suis coach, tu l'as très bien dit, je suis coach sportif depuis 10 ans sur le marché parisien. J'ai commencé au club d'Ivry-sur-Seine en tant que prof. C'est là-bas que j'ai fait mes premières armes en compétiteur et en coach aussi. Et puis, mes besoins de compétiteur ayant évolué, j'ai changé de club, j'ai rejoint le LSK Boxing 95. Et en parallèle de ça, j'étais étudiant en arts plastiques. Donc, j'ai obtenu une licence, un master, j'ai fait une maîtrise ensuite. Donc, j'ai pas mal de diplômes dans les arts. Et parallèlement, je passais aussi mes diplômes de coach, d'arbitre, toutes mes formations sport adapté au handicap. Et je me suis vautré en fait au concours pour être professeur d'arts plastiques. Enfin, je me suis vautré, c'est un concours, donc ils en prennent très peu. Et puis après, c'est un concours que j'avais pas spécialement préparé. J'y allais là un petit peu les mains dans les poches. Donc j'ai pas été reçu, mais j'avais cette porte de sortie qui était celle de coach sportif. Et concours de circonstances, j'avais été sollicité, recruté via un mail par l'INSEP qui ouvrait justement une formation de coach sportif professionnel en musculation adaptée au planning des sportifs de haut niveau. Donc j'ai pu intégrer une promotion d'athlète de haut niveau au sein de l'INSEP pour suivre une formation de coach sportif. Et au sortir de cette formation-là, j'ai pu intégrer les premières salles comme le Temple Noblar, la piscine Molitor pour donner des cours de boxe. Et puis ça a été assez vite, j'ai tout de suite eu du travail, des demandes de cours particuliers. Donc c'est là que j'ai compris que j'avais des choses à faire sur ce marché-là et que j'avais ma place. Et donc suite à ça, 10 ans plus tard, tu ouvres ta salle, ta propre salle, le Rivalist Boxing Club à Paris 8. On va rentrer dans le détail de tout ça au fur et à mesure. Donc, tu as été coach pendant 10 ans. Quelles grandes leçons tu tires de ces 10 ans de coach en tant que... Donc, il y avait la boxe, mais aussi la musculation, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça, ouais. Ouais. Donc, à l'INSEP, j'ai passé une formation professionnelle pour être professeur de musculation. Et à côté, j'ai passé les diplômes fédéraux de professeur de kickboxing et de professeur de boxe française. Et ce diplôme de professeur de musculation, ce diplôme professionnel m'a permis après de faire jouer certaines équivalences pour le transformer et le convertir en diplôme professionnel de professeur de boxe. Et comment tu rentres dans les premières salles où tu donnes des cours ? Comment ça se passe ? Tu toques à la porte ou on vient te chercher ? C'est un petit peu quoi les démarches pour donner tes premiers cours ? Alors quand j'ai intégré les premières salles, c'est un ami de mon coach qui m'a recommandé. Il savait que j'étais diplômé, donc et il savait que la salle avait des besoins, donc il m'a recommandé à cette salle. Et c'est comme ça que j'ai commencé à mettre un pied dedans. J'étais très gourmand en termes de volume horaire, j'en ai pris beaucoup, je prenais tous les remplacements. Et du coup, ça m'a permis de lancer des hameçons pour des cours particuliers et d'étoffer un petit peu plus mon portefeuille de clientèle dès le début, en fait, dès mes premiers
mois d'activité et j'ai tout de suite rencontré un bon succès, hein. J'étais un peu la coqueluche, du club dans lequel j'avais commencé et voilà, du coup, ils m'ont ouvert plus de créneaux fixes, et voilà, il y avait une vraie demande, donc j'ai été très content de pouvoir, la satisfaire. Donc ça, c'est un bon conseil pour les coachs qui ont envie de se lancer, j'imagine, c'est, de dire, oui à tous les cours qu'on vous propose, prendre tous les remplacements, bosser, comme un malade. Ça, c'est quelque chose que de ce que je comprends, qui t'a ouvert pas mal de portes au fil des années? Ah oui, oui, au tout début, bah, il faut y aller. En fait, je pense que c'est dans tous les secteurs d'activité comme ça, si on veut se faire connaître, des fois, il faut même accepter de travailler bénévolement. Quand j'ai commencé à l'US Ivry, bah, j'étais bénévole et c'est comme ça que j'ai pris de l'expérience. C'est comme ça que j'ai commencé à affûter un petit peu ma méthodologie, ma pédagogie. Oui, oui, faut travailler, faut beaucoup travailler et des fois, il faut accepter de travailler, à vide, à perte. Mais je pense que quand on entreprend, c'est assez souvent comme ça que ça se passe, hein et puis même en boxe, hein, c'est pareil. Parfois, on va s'entraîner très fort, très dur pour une échéance, pour au final, se retrouver avec un adversaire qui va être forfait le jour J. Donc Mmh. on s'est entraîné, entre guillemets «pour rien», mais en fait, c'est une préparation qui va nous servir, pour d'autres échéances qui viendront plus tard. Toi, ta manière de coacher, elle a évolué sur ces 10 années? Est-ce qu'il y a des choses que tu faisais un peu au début et ensuite tu t'es dit: «Bon, finalement, ça plaît pas tant que ça aux gens»? C'est quoi un petit peu les petits réglages que tu as fait, sur cette période? Les réglages que j'ai faits, alors en fait, là, le premier qui me vient à l'esprit, en fait, quand on est diplômé, quand on a ses premiers diplômes, on arrive et on pense qu'on a la science infuse. Mmh. C'est, et du coup, à chaque fois qu'on explique, qu'on fait faire un exercice, alors faut le faire comme ça parce que sinon c'est pas bon. En fait, on cloisonne tout, en fait, on met tout dans les cases, alors qu'en fait, il faut avoir, il y a des nuances en fait, rien n'est, il y a pas faut pas mettre des étiquettes comme ça sur les choses. C'est pas parce qu'on a appris les choses d'une telle façon que c'est pas bien de les faire autrement et voilà, aujourd'hui, on va dire, j'ai mis un peu d'eau dans mon vin, enfin beaucoup d'eau dans mon vin. Aujourd'hui, j'ai l'esprit un petit peu plus ouvert, je suis réceptif à d'autres méthodes d'entraînement et c'est ce qui m'a permis aussi d'alimenter, ma propre, pratique en tant que sportif et aussi ma pratique en tant, que coach. Et c'était plutôt les cours de boxe qui fonctionnaient pour toi ou la musculation? Enfin, Moi, j'ai commencé tout de suite, à travailler en tant que coach, professeur de boxe. Des cours de musculation, j'en ai jamais vraiment donné, si ce n'est en ah cours d'accord, particulier. OK. En fait, ce diplôme que j'ai passé à l'INSEP, c'était plus un prétexte pour faire jouer ensuite mes équivalences et obtenir un diplôme de professeur de boxe professionnel. Donc tu commences à donner ces cours, de ce que je comprends, au début des années, 2010? À peu près. D Ouais, c'était à l'US Ivry, donc ça, j'étais bénévole à l'époque. Comment tu vois, l'évolution des salles de boxe sur la période? Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu à la fois une démocratisation, dans la mesure où de plus en plus de gens s'inscrivaient, il y avait un petit peu moins cette image, sport de voyou et en même temps, en région parisienne, j'ai l'impression qu'il y a eu une montée en gamme, des salles. Est-ce que tu es plutôt d'accord avec ce constat ou toi, tu as observé différentes dynamiques? Ouais, 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 en fait, il y a plein de barrières qui sont tombées autour de la boxe. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'était considéré pendant très longtemps comme un sport de voyous, un sport de mauvais garçons, parce qu'un sport très, très populaire, hein. C'est un sport, qui touche des catégories socio-professionnelles, à la base, assez, je vais pas dire basse, mais, assez modeste. Voilà, donc c'est la classe ouvrière, c'est les gens, vraiment qui ont des comptes à régler avec la vie et qui veulent se battre, qui veulent se faire connaître et qui cherchent de la reconnaissance et aujourd'hui, ça s'est boboisé. On parle beaucoup de la boxe en col blanc, le white collar, donc il y a le leader du marché aujourd'hui en a fait son un peu son fer de lance. Hem, donc voilà, aujourd'hui, la boxe est carrément sortie de cette classe pour, vraiment conquérir une classe un peu plus aisée, qui est celle des chefs d'entreprise, qui est celle des cadres, supérieurs, qui est celle des entrepreneurs et puis des directeurs artistiques, mais c'est aux dépens, en fait, du sport en lui-même. C'est-à-dire qu'on va proposer à cette clientèle-là une façon plus accessible de pratiquer, en enlevant ce qui est inconfortable. C'est-à-dire
l'opposition, généralement, voilà. On va proposer de la boxe sans opposition. Ça, Donc ça la rend plus accessible parce que, bah, voilà, il y a moins cette appréhension de recevoir des coups au visage et tout ce qui faisait peur, notamment, via les films Rocky, hein, qui ont servi plus ou moins aussi à populariser ce sport. C'est-à-dire, bah, les blessures, les KO, les nez cassés, les arcades, qu'on ouvre pour faire saigner, pour faire évacuer le sang, tous ces trucs-là, bah, on a essayé au maximum de gommer et d'aseptiser un peu la vision qu'on pouvait avoir de la boxe, en proposant, bah, non, la boxe, c'est pas des bobos, hein. La boxe, c'est pas des blessures, c'est pas des commotions cérébrales, c'est pas des traumas crâniens. Bah, c'est aussi beaucoup de travail sur le sac, c'est aussi beaucoup de travail au pas d'ours. Donc on a mis en avant ce côté sans opposition pour pouvoir conquérir un plus large public. et pour toi, ça a dénaturé d'une certaine manière le sport? Ou pour toi, c'est, une ça peut être considéré comme une bonne porte d'entrée pour des gens qui n'y seraient pas allés si on avait conservé cette image trop dure du sport? Alors c'est bien parce que ça a servi de passerelle. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont passés par ces histoires de cours uniquement sur sac ou de cours uniquement techniques sans opposition et qui ont pris goût à la boxe et qui finalement aujourd'hui, bah, vont faire leur première compétition, à la touche évidemment et pour certains vont même faire quelques combats. Donc ça a été une belle passerelle. Après, il y a des salles qui jouent le jeu un peu différemment, c'est-à-dire qu'ils vont, jouer à fond la carte du, fitness. Voilà, aujourd'hui, il y a que des cours sur sac, voilà, c'est fun, c'est divertissant. On va taper sur le sac aux dépens de la dimension technique de la boxe, hein. On va taper sur le sac, on va se libérer, on va évacuer les tensions, heu, donc et moi, ce que je trouve assez dommage, c'est que ça, occulte un petit peu toute la dimension, toute la richesse de la boxe qui va être, tactique, qui va être technique, qui va être physique, en leur proposant, voilà, vous avez un sac devant vous, il bouge pas. Vous pouvez le frapper aussi fort que vous voulez, peu importe la façon, c'est OK. Voilà, vous avez consommé vos calories, vous avez, extériorisé vos contrariétés, bah, bravo, voilà. Enfin, moi, c'est pas comme ça que j'appréhende mon Mmh. sport. Oui, là, on peut se dire: «Est-ce que on est encore dans la boxe, en fait?» Oui, 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 on est encore dans la boxe et il y a des salles qui jouent le jeu, hein, qui disent: «Voilà, c'est fitness, c'est pas de la boxe, c'est fitness» Ouais. et il y a des salles qui font croire que c'est de la boxe ou qui laissent entendre qu'à aucun moment c'est du fitness, mais en fait, voilà, c'est juste mettre un pied dans la salle, voir comment les élèves travaillent, voir comment le coach drive son cours, on comprend que c'est n'importe quoi et que ça a rien à voir avec la boxe, telle que je l'enseigne en tout cas et la boxe, au sens sport. On a parlé pas mal de la boxe et de son évolution, mais il y a aussi le MMA qui est arrivé en force, en France. Il y a eu la légalisation à la fin des années 2010 de mémoire, les premiers UFC, à Paris. Est-ce que c'est le MMA qui a capté le plus gros, des gens qui se mettent à faire des sports de combat? J'ai l'impression que la boxe a moins réussi à prendre cette vague. Est-ce que tu as une vision, là-dessus? Alors, l'arrivée du MMA en France, en tout cas sa légalisation, je trouve que c'est une richesse pour la boxe. Ça fait nos affaires, puisqu'en fait, c'est, ce sport-là, en fait, qui a récupéré toute cette étiquette de sport de mauvais garçon, Mmh. en fait. Donc du coup, ça fait nos affaires, parce que du coup, les gens vont faire de la boxe en se disant: «Ouais, le MMA, c'est trop violent pour moi, je vais plutôt faire de la boxe». Alors qu'avant, c'était: «La boxe, c'est un peu trop violent pour moi, je vais plutôt aller faire du foot». C'était ou du judo. C'était comme ça que ça fonctionnait. Donc maintenant que le MMA est là, les gens ils disent: «Waouh, le MMA c'est quand même chaud, c'est dur, c'est une cage, ça fait peur» et du coup ils se redirigent plus facilement vers la boxe et moi en tant que coach, bah, ça fait mes affaires. En plus, la différence qu'on a, par rapport au MMA, nous, c'est que la boxe, ça peut se pratiquer dehors. On n'a pas besoin d'une salle, ça peut se pratiquer dehors, ça reste facile d'accès, tandis que les MMA, bah, ça demande certaines installations. Il faut des matelas au sol, il faut des matelas sur les murs. Donc à part le côté striking, donc pied-point, percussion pied-point qu'on peut travailler sur des pattes d'ours en extérieur et même le côté sparring, le MMA en tant que sport complet ne peut pas, se pratiquer aussi facilement qu'on pratique de la boxe, ça c'est sûr. Donc à la fois, ça a décalé la fenêtre de, comment dire? De violence perçue et en même temps, ça a rendu la boxe plus pratique, plus accessible en comparaison à comme ce que tu disais, qu'il fallait un petit peu plus de matériel pour pratiquer le MMA.
On a parlé de la boxe, de l'évolution du marché. Toi, tu as coaché, pendant 10 ans. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer toi, à ton compte? Est-ce que c'est des choses que tu as vécues en tant que coach qui, voilà, t'ont pas forcément, plu? Est-ce que tu avais un peu ce feu entrepreneurial en toi? Quels étaient les éléments qui t'ont poussé là-dessus? Est-ce que tu y as réfléchi pendant longtemps? Quel a été un peu le cheminement? Et là, on arrive en fait sur le gros du sujet parce Oui. qu'il y a énormément de choses à dire là-dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on démarre ce métier de coach sportif, sur le marché parisien et même, en France, hein, très généralement, on est auto-entrepreneur. C'est très rare de trouver des salles qui salarient parce que ça représente un coût énorme et donc du coup, généralement, on est prestataire de services et on fait déjà des factures. Et on est déjà soumis en fait, au côté un peu interchangeable, au côté, voilà, le chiffre d'affaires, qui peut diminuer en fonction de la demande. Donc quand on démarre ce métier de coach, on est a assez vite plongé dans le bain de l'entrepreneuriat. Voilà, mais on va dire que c'est un peu, l'échauffement avant, le vrai projet entrepreneurial qui est d'ouvrir sa salle. Donc moi, ce qui m'a poussé à créer ma salle, c'est plein de trucs en fait. C'est déjà le fait d'être arrivé un petit peu au bout de ce que je pouvais faire en tant qu'auto-entrepreneur. J'en avais marre de travailler pour les autres. J'étais pas toujours en phase avec certaines décisions qui étaient prises dans les salles pour lesquelles je travaillais. Je trouvais qu'il y avait, en fait, l'intermédiaire commercial, ne servait pas trop les intérêts du sport. Tu entends quoi par intermédiaire commercial? L'intermédiaire commercial, c'est-à-dire que, vous rentrez dans une salle de sport. Dans ma salle, en tout cas, tu rentres dans la salle, tu as accès tout de suite au prof. Mmh. C'est lui qui va te renseigner sur les cours. C'est avec lui que tu vas faire connaissance et c'est lui que tu retrouveras ensuite dans les cours. Tandis que dans les autres salles, les salles premium, généralement, tu as un intermédiaire commercial. C'est-à-dire, tu rentres dans la salle, tu as cet intermédiaire commercial qui va ensuite te rediriger vers un cours. Et cet intermédiaire commercial, il va peut-être pas réussir à te parler de boxe comme il faudrait en parler, en fait, parce que c'est quelqu'un, son objectif, ça va être de te vendre un abonnement. Donc le côté un peu, voilà, c'est un sport qui va être dur, hein, parce que c'est technique. Pour avoir un feedback immédiat, pour récupérer du plaisir, et il faut passer justement par un apprentissage technique. Il va falloir que tu achètes un protège-dents, il va falloir que tu achètes des protèges tibia. Heu, Tout le monde se mélange, donc tu resteras pas avec, ton pote, pendant le cours, pendant tout le cours. Il y a un Tu peux te blesser aussi en faisant de la boxe, comme tu peux te blesser en faisant du foot. Donc tous ces, tous ces, éléments qui vont, un petit peu dégrader la notion de confort qu'on peut avoir, et le commercial va pas en parler. Lui, au contraire, il va dire, voilà, tu vas extérioriser, tes problématiques, ton cœur, il va monter, c'est très cardio, c'est voilà, il va pas en parler comme un prof de boxe en parlerait, en fait. Et en ouvrant ma salle, justement, je voulais pas de commercial. Je veux pas recruter de commercial. Déjà parce que j'ai pas la trésorerie pour, c'est une charge, financière pour une salle et je trouve que quelle est la meilleure personne pour parler du produit? C'est le coach, en fait. Et quand tu dis agent commercial, c'est les personnes qui sont à l'accueil? Oui, à l'accueil. Alors, moi, j'ai travaillé la dernière salle pour laquelle j'ai travaillé, c'était une des plus grosses salles sur Paris. Il y avait l'accueil, après il y avait, en fait, il fallait prendre rendez-vous à l'accueil. Après l'accueil, prenait rendez-vous, avec un en fait, il y avait plusieurs intermédiaires. Il y avait l'accueil: «Bonjour, je serais intéressé par les cours». «Ah écoutez, on va vous prendre rendez-vous avec un commercial». Ensuite, le commercial te recevait et là, le commercial te faisait visiter un petit peu la salle, il t'expliquait un petit peu les cours. D'ailleurs, en n'ayant jamais pratiqué un seul cours. D'ailleurs, c'est ça que je comprenais pas trop et et voilà, donc il y avait tout un process. Donc ces salles-là, elles vont t'en parler parce que, en gros, il y a une c'est cher, l'abonnement est cher, donc du coup, c'est justifié un petit peu par cette prise en charge-là du client. Voilà, il y a un premier rendez-vous, Il y a du le service, il quoi. y a du service. Le commercial d'ailleurs, on l'appelle le conseiller sportif. Conseiller sportif, c'est pas un commercial, c'est un conseiller sportif. Il va te conseiller sportivement sur les sports qui sont pratiqués alors qu'il a jamais mis les pieds dans la salle. Il connaît pas le prof, il est pas capable de parler du sport qui sont des sports qui sont enseignés au sein de sa structure, si ce n'est, par l'intermédiaire des calories dépensées, des contrariétés évacuées, du stress évacué. Donc voilà, moi j'ai pris cette expérience-là, je me suis dit: «Bon,
Je voyais les autres, coachs qui fonctionnaient bien ouvrir leur salle. Donc, il y a plusieurs, personnes qui ont commencé en même temps que moi sur le marché, qui ont commencé à ouvrir leur salle, Mais des micro-gyms. tout le monde n'ouvre pas enfin, tous les coachs n'ouvrent pas leur salle quand même. J'ai l'impression que c'est quand même une minorité. Sinon, Ah il y oui, aurait énormément de salles. Enfin, il y en aurait à tous les coins de rue de Paris. complètement. C'est une minorité, hem, mais parce qu'il y en a qui s'en sortent, très bien comme ça en indépendant, Il y a pas travailler cette pour les autres. volonté de Et oui, s'engager pleinement. Enfin, bon, c'est des risques évidemment. Hein, dans une salle, il y a on va en parler en détail ensuite. Mais ok. oui, oui, c'est des risques et tout le monde n'est pas prêt à le prendre. Pour avoir échangé avec beaucoup de mes collègues, oh, c'est: «Ouais, j'aimerais bien ouvrir une salle, mais je sais pas comment on fait. Ouais, j'aimerais bien ouvrir une salle, mais voilà, les loyers, c'est cher sur Paris et tout ça». Donc voilà, moi j'ai eu au bout d'un moment, cette volonté d'aller un petit peu plus loin dans mon métier et d'arrêter de stagner. En plus, j'avais vraiment l'impression d'avoir fait le tour. La dernière salle pour laquelle j'ai travaillé, j'ai été directeur sportif de la boxe et j'ai vu que ça me convenait pas. Les décisions qui étaient prises, des fois, elles étaient prises sans me consulter ou alors dans ce que je leur disais, il y avait la moitié des choses qui étaient appliquées. Donc je n'ai pas sur la même longueur d'onde. Tu peux nous donner quelques petits exemples concrets, sans viser de personne. Hein, on n'est pas là pour distribuer les bons ou mauvais points, mais un exemple de, je sais pas, une décision sportive qui toi te paraissait totalement aberrante. Le fait de maintenir les cours avec opposition, moi je suis, voilà, si vous voulez faire du chiffre, en fait, faut assumer ce côté fitness. Ouvrez que des cours sur sac, ouvrez que des cours de circuit training, trouvez tel ou tel concept. Si vous voulez, moi je peux vous les trouver les concepts. On peut travailler sur des concepts sans opposition. Mettez du fitness boxing, mettez, du cardio boxing, de la boxe en musique, tout ça. Mais arrêtez de vous acharner avec la boxe avec opposition. Vous voyez bien que ça ne marche pas. Et eux, ils ont voulu le garder parce qu'il y avait déjà un petit noyau de clients fidèles, qui pratiquaient les sports avec opposition et vraiment en réorientant un petit peu la stratégie commerciale sur des cours fitness, ils avaient peur de perdre ces gens-là. Donc c'était un choix, il y avait des sacrifices à faire, hein, mais je pense que, c'est quand on a un côté marketing assumé autour du fitness, du bien-être, tout ça, bah, il faut l'assumer à fond. Il faut l'assumer à fond. C'est intéressant parce que paradoxalement, tu disais tout à l'heure que ce que toi, ce qui t'intéressait, c'était l'aspect un peu moins confort du sport avec un peu plus d'opposition. Et là, c'est toi qui disais à ta direction de lâcher ses cours avec opposition. C'est ça? Parce que je voyais bien les moyens qu'ils mettaient en œuvre, qu'ils connaissaient pas. Enfin, les personnes qui faisaient intervenir pour des stages, bah, c'était pas des super, c'était des influenceurs, c'était les leaders d'opinion qui faisaient intervenir dans la salle, c'était des Miss France. On comprenait que, voilà, l'objectif recherché, c'était pas de former des champions de France, des champions du monde, des champions d'Europe. Non, non, c'était plutôt de contenter un large public de consommateurs de sport, hein, tout bêtement. Et pour ça, je trouvais que la boxe avec opposition était un frein un petit peu à au fait, ils ont eu du mal à assumer cette image-là, tout clairement, quoi. On peut faire les deux pour toi dans une salle? Le côté opposition plus et le côté fitness, ou à un moment donné, il va falloir faire un choix entre les deux? Bah, ça dépend. Si tu une très grande salle, je pense que tu peux, jouer sur les 2 tableaux. Mais dans mon cas, j'ai un micro gym, donc moi je suis obligé de faire des choix et donc j'ai évidemment de base en ouvrant, j'avais une identité compétition, une identité, prof de boxe, une identité, compétition, amener les gens en compétition, même des compétitions loisirs, surtout des compétitions loisirs d'ailleurs. Donc j'avais pas du tout jamais eu cette, orientation fitness. J'ai quelques cours fitness dans ma salle, mais je vais être honnête, ils fonctionnent pas. En fait, c'est mes cours de boxe qui fonctionnent. Ok, les gens viennent te chercher pour l'aspect on se pousse, compète, Ouais, performance. on apprend la boxe et on consomme pas la boxe. Parlons de la salle. Justement, hem, combien de temps se passe entre le moment où tu te dis: «Allez, là, j'en ai marre, je me lance» et l'ouverture? Il y a quoi? Il y a 1 an, 2 ans? Hem, Est-ce que tu te lances seul ou avec un associé? Plutôt seul, j'ai l'impression. En fait, les associés, j'en ai eu besoin pour avoir un peu d'argent, donc j'ai dû en trouver. Mais ce projet, je suis seul à le porter et l'idée m'est venue, bah, quand j'ai été directeur sportif, en fait, de cette salle-là. Je voyais que, bah, en fait, j'étais déjà ailleurs. J'étais plus dedans, moi je voulais avoir mon projet à moi. Ça faisait un petit moment que je voyais les autres ouvrir. Je me dis: «Bah,
eux, ils ouvrent. Pourquoi j'ouvrirais pas Oui, moi? je suis pas plus bête que les autres, je bosse tout autant que les autres, Ouais, pourquoi pas quoi? Pourquoi pas moi, quoi? pourquoi pas moi? Et puis, je suis passé devant un local à un moment donné. Bon, j'ai pris les coordonnées, j'ai commencé à visiter. Je me dis: «Bon allez, c'est bon, je suis lancé. On va commencer à voir un petit peu plus loin, voir un peu plus grand». À ce moment-là, tu as déjà une idée assez précise du concept que tu souhaites développer? Cet aspect plutôt, performance, compétition? Ou, tu te dis ou t'as pas, tu sais pas encore exactement ce que ça va donner, à la fin? Est-ce que tu changes d'avis? Tu réfléchis, Qu'est-ce qui se passe un peu dans ta tête, à ce moment-là? Non, je savais très bien ce que je voulais. Moi, je voulais, une marque, je voulais une identité. D'ailleurs, cette identité, j'ai toujours cherché à l'avoir. J'ai pas créé que Rivaliste, hein, j'en avais d'autres avant. J'en avais 2 autres avant, qui ont voilà, que j'ai changé au bout d'un moment parce que la hype était passée et puis j'avais pas, à l'époque, les ressources pour donner corps à ces labels-là. Donc, à un moment donné, j'ai commencé avec Rivaliste, j'ai créé une marque de vêtements et puis je me suis dit: «Tiens, ça serait une salle de sport» et cette salle de sport, en fait, avant d'être une salle de sport, c'est un label. Voilà, Rivaliste qui va couvrir à la fois ma marque de textile, de sportswear et aussi une identité, sportive. Tu parles de marque, tu parles de label. L'idée, c'est de faire quelque chose qui te dépasse, enfin, c'est de faire une marque qui va peut-être être là après toi, dans le sens où d'autres personnes pourront peut-être l'incarner. L'idée, c'est quoi? C'est de mettre des clubs rivalistes, partout en France? Non, on va voir. En fait, j'ai un projet, c'est d'ouvrir à l'étranger, mais je sais pas si j'ouvrirai en France. Je trouve que là, pour l'instant, enfin, si j'ouvre en France, ça sera, certainement en province, ça sera pas sur Paris, mais j'ai pas envie, en fait, d'avoir à gérer une autre salle. Là, pour l'instant, j'en ai une et c'est très bien. Mais si j'en ouvre une deuxième, ça serait à l'étranger, voilà, j'en dis pas plus pour l'instant. C'est des bribes de projets que j'ai. J'attends d'avoir un peu plus de trésorerie pour pouvoir, m'y pencher un peu plus. Mmh. Parlons de celles qui existent déjà, aujourd'hui. Donc tu es dans le 8e arrondissement Mmh. à Paris. C'est entre, l'Arc de Triomphe, et le parc Monceau. On peut dire ça, grossièrement. Je peux même te dire, on est entre le Parc de Triomphe et l'Arc Monceau. Hem, Comment c'est toi tu voulais te mettre dans cet environnement-là, qui est plutôt, des bureaux? Voilà, c'est un peu par hasard que tu arrives par ici? C'était un local qui était sympa? Comment ça se passe, le choix de l'endroit? Alors d'abord, je cherchais à Clichy, c'est où j'habite. J'ai trouvé quelques locaux. Après, il y en a un sur lequel je m'étais, positionné, mais, bon, c'était un local préempté par la mairie. Ça s'est pas fait, pour plusieurs raisons. Puis concours de circonstances, j'ai un de mes élèves qui habite justement, dans le 8e, qui habite en face du local qui à l'époque commençait à se libérer et c'est là qu'il m'a dit: «Bah, écoute, il faudrait qu'il y ait un local en bas de chez moi qui se libère, ça serait bien que tu puisses te placer dessus». J'ai fait une visite, j'ai eu un coup de cœur et voilà, ça a été très vite. Comment ça se passe à ce moment-là? Tu fais une négo sur le loyer? Le prix, c'est le prix non négociable? Parce que bon, pour négocier un bail, commercial, déjà, c'est des baux qui durent, 3, 6, 9. Il y a une caution qui est importante, à déposer. Il faut que le propriétaire soit d'accord pour, les travaux que tu souhaites faire. Tu peux nous raconter un peu comment ça se passe cette négo, sur le bail? Alors, cette négo, il y a pas eu tellement de négociations en fait, je trouvais que le loyer était, dans ce que je cherchais. J'ai pas cherché à négocier le loyer, ça m'allait comme ça. Après, j'ai eu une avocate qui m'a aidé au moment de justement de la signature du bail, qui m'a aidé à négocier, heu, notamment les travaux, les faire accepter par le propriétaire. J'ai négocié une franchise de loyer de 3 mois, donc ce qui est assez, classique. C'était le temps de pouvoir, installer les douches, faire quelques travaux et un truc qui a été négocié, bien négocié pour le coup, c'est, la caution bancaire. Donc en fait, ce qu'il me demandait, alors de mémoire, ça fait 1 an, hein, moi je suis un petit peu Mmh. sorti du truc. De mémoire, ce qu'il me demandait, c'était 3 mois de loyer et il me demandait un autre truc, je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'était la GAPD ou, Garantie à première demande? garantie à la première demande. Ouais, ils m'ont fait sauter ça, en contrepartie d'une, caution personnelle. Donc en gros, j'avais 10 000 € qui étaient plus, 10 500 €, hein, donc c'était, les 3 mois de loyer qui n'étaient plus immobilisés et que j'ai pu utiliser comme trésorerie. Sur les travaux, tu récupères ce local dans quel état? Tu dois mettre, des douches, faire passer des tuyaux pour l'eau chaude? C'est quoi un petit peu C'était le juste installer des douches. ouais.
C'est tout. En fait, le local était propre. Le local que j'avais visité à Clichy, il y avait 300 000 € de travaux. C'était énorme. Et là, d'un seul coup, je visite ce local, il y a juste les douches à faire financer, 70 000 €. Ça va, quoi. Enfin, ça va, ça rentrait dans mes plans, les investisseurs étaient d'accord. Et en termes de superficie, ça fait combien? 110 mètres carrés 110 mètres carrés. et ça me suffit pour avoir 10 personnes par cours. Donc j'imagine que tu as un mini coin d'accueil, un espace d'entraînement et les vestiaires? Donc tu C'est peux ça. avoir que un seul cours à la fois? Enfin que, entre guillemets, hein. Il y a un seul cours à la fois? Et un seul cours à la fois. OK, OK. Donc je comprends que le loyer, c'est à peu près un peu plus de 3 000 € par mois. Ça veut dire que toi, tous les mois, il y a 3 000 € qui partent. Enfin, j'imagine que tu payes plutôt par trimestre, mais bon, ça veut dire qu'il te faut, un minimum de remplissage pour pouvoir assurer cette charge fixe qui est quand même, importante, Mmh. plusieurs milliers d'euros. Tu organises, ta salle avec, une vingtaine d'heures de cours par semaine. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu as choisi les cours? Sur quel créneau? Tu avais déjà ton expérience, auparavant en tant que coach, donc tu as pu voir un peu comment ça s'organisait. Donc toi, tu as mis, de la boxe française, de l'anglais, du kickboxing. Que tu peux nous expliquer un peu comment tu as fait ton cocktail de cours? Alors j'ai rien inventé, hein. J'ai fait vraiment avec ce qui se fait déjà sur le marché, c'est-à-dire, des cours, cardio, des cours renfo, des cours, en gros des cours physiques, des cours techniques, des cours tactiques. Voilà, j'ai fait comme ça, autour de 2 disciplines que j'ai pratiquées et pour lesquelles j'ai été titré, donc le kickboxing et la boxe française. On a retiré la boxe anglaise du planning parce que ça fonctionnait pas. Il y avait surtout une demande autour du sport pied-point et les gens venaient me chercher, principalement pour de la boxe française donc j'ai, heu, j'ai axé vraiment, mon produit autour du sport pied-point. Aujourd'hui, j'ai aussi du kickboxing et je commence à avoir des nouveaux adhérents qui arrivent sur le kickboxing. Donc c'est bien, j'ai un noyau en boxe française, un noyau en kickboxing. Je suis assez content. Comment j'ai ventilé? Bah, j'ai mis des cours en fonction des cours que j'avais déjà avant. Avant, j'avais d'autres employeurs et les élèves que j'avais pour ces autres employeurs étaient habitués, étaient à le créneau, voilà, j'ai mon cours de kickboxing à 19:00, là, j'ai mon cours de boxe française à 20:00. Donc en les quittant, j'ai reproduit exactement le même planning que ce que j'avais chez eux. Donc ce qui fait que les gens m'ont suivi. Et qu'est-ce que tu as remarqué qui marche le mieux? Est-ce que c'est plutôt, les mercredis à 19:00? Est-ce que c'est plutôt, le cours du samedi matin ou du dimanche matin? C'est quoi un peu les créneaux chauds et ce qui marche le mieux à tel ou tel endroit? Le mercredi soir, c'est un carton le mercredi soir, il y a des listes d'attente, hem, il y a le samedi matin aussi, ça fonctionne pas trop mal, le lundi midi, et où ça fonctionne le moins bien, bah, c'est le jeudi et le vendredi. Je pense que c'est parce que les gens sont en télétravail ou alors ils partent, font des week-ends prolongés, je sais pas. Mais il y a moins de personnes le vendredi et le jeudi, ouais. Et toi, vu que tu es dans un quartier plutôt de bureaux, c'est des gens qui travaillent, dans le coin, qui viennent te voir? Par exemple sur leur pause déjeuner ou en sortant du boulot? J'ai les 2. Ils habitent et ils travaillent dans le coin. C'est résidentiel et puis il y a aussi quelques bureaux donc j'ai des 2. Toi, tu mets, un tarif de cours illimité à 150 € par mois, c'est Mmh. ça c'est ça? Donc ça te positionne sur, du haut de gamme quand même, à Paris. Avec ces tarifs-là, j'imagine que tu as plutôt des jeunes adultes ou des adultes. Est-ce que tu peux nous parler un peu des clients, un peu leur âge, que il y a des femmes aussi également? Mmh. Comment ça se répartit, Bah, c'est assez large. le mix client? C'est assez large, j'ai quelques féminines, j'ai plus de garçons. Après, c'est vraiment très variable, hein. Je mon plus jeune chez les adultes, il doit avoir 16 ans. Mon plus âgé chez les adultes, il en a 82. Donc tu vois, c'est assez large, mais je dirais que j'ai une moyenne d'âge à peu près, entre, 35 et 40. Il y a des gens qui t'a tu des gens qui t'arrivent par les classes pass, les gym libres, ça c'est quelque chose que tu as mis en place? Ou au contraire non, parce que tu voulais avoir vraiment des gens, moins portés sur l'aspect fitness? Ah ça, c'est marrant, parce que tu me poses ça parce qu'avant de je suis partenaire Gymlib
Et j'ai beaucoup hésité avant de les rejoindre parce que justement, de mémoire, les gym libres, les ClassPass, dans les autres salles dans lesquelles je travaillais, ils venaient faire leurs cours de sport, ils se barraient. Enfin, et on les retrouvait plus après. C'était très ponctuel. C'est parce qu'ils avaient des calories à dépenser ou. Et moi, c'est pas du tout ce genre de clientèle-là que je recherche. Donc, bah, par contre, j'ai besoin de sous. C'est des clients qui payent quand même, donc j'avais besoin de sous. Parce que il y a aussi, j'ai l'impression, des gens qui se créent des adresses mail pour avoir des cours gratuits. Alors ça, je sais pas si c'est une légende ou pas. J'ai pas ça pour l'instant. OK. J'ai pas ça. Après, dans tous les cas, il y a le groupe Gymlib, en fait, Wellpass, ça s'appelle Wellpass maintenant, qui, contrôle ça. Donc, s'ils ont 2 adresses mail, c'est eux que ça regarde, hein. Moi, je suis payé pareil. Je suis payé pareil. Après, voilà, j'ai gardé que Gymlib. ClassPass, j'ai pas gardé. Parce que c'est une clientèle, ouah, de mémoire, ils étaient pas, voilà, ils étaient très consommation de sport et c'est pas des gens que tu fidélisais. Moi, j'ai besoin que ce soit tout le temps les mêmes personnes qui viennent parce que je prépare mes cours et j'ai besoin, dans ce cadre-là, d'avoir des gens qui soient réguliers. Si je veux les voir progresser, si je veux les voir grandir, ma plus-value, elle est quand même là. Il y a très peu de coachs qui préparent leurs cours et qui engagent leurs adhérents, leurs élèves, sur des projets de type, compétition, passage de grade. Moi, je le fais, mais pour ça, j'ai besoin que les gens viennent régulièrement. Quand tu dis prépare leurs cours, c'est que toi, tu sais à peu près dans l'année, au début, tu vas faire peut-être les bases, ensuite, tel coup, ensuite tel, enfin, comment t'organises justement, tes cours? Est-ce qu'il y a une progression tout au long de l'année, par exemple? Ouais, il y a une progression tout au long de l'année. Au début de l'année, on va voir les bases du placement, donc la position de garde, le déplacement, les techniques de percussion. Et puis, là, en ce moment, on vient de finir les vacances de la Toussaint, on en sort, donc on est sur, perfectionnement défensif, tout ce qui est parade, esquive, technique de déplacement. Puis après les vacances de Noël, on sera sur les sorties d'axe, décalage, débordement. Ensuite, on sera sur, les contres, les contre-attaques et on finira par le travail de feinte. Voilà. Parce que toi, tu donnes des cours? Oui, oui, je suis pas seulement gérant de la Mmh. salle, je suis aussi le principal animateur, hein. Et donc tu as recruté aussi une équipe de coachs, j'imagine? Ouais, j'ai des intervenants qui viennent, assurer ponctuellement les cours. Voilà et j'ai un stagiaire aussi, Samuel, qui est d'une grande aide et un stagiaire BPGEPS, du coup. Ça te fait une équipe de combien de personnes? Alors en créneau fixe, il y a quasiment que moi qui enseigne, Ouais. mais sinon voilà, j'ai un portefeuille de remplaçants et on va dire d'hommes et de femmes de l'ombre qui interviennent, mais ils sont, ouais, on est 5 en tout, à peu près, ouais. OK. J'ai vu que cette salle aussi, tu lui as donné une identité, il y a une couleur, un aménagement, enfin, elle se voit bien depuis la rue. Ça, c'est un peu ton passé en art plastique qui a ressurgi. Est-ce que tu as réfléchi à ce design? J'imagine que oui, parce que tu me parles de marque et de label, donc il y a un aspect esthétique qui est quand même, réfléchi. Ouais, ouais, ouais. C'est des vibes aussi, hein. Je t'ai expliqué que j'avais créé quelques labels avant. Bah, c'est des labels qui me sont passés parce que j'ai fini par m'en lasser. Et pareil, j'ai eu des tendances aussi autour des couleurs, quand j'ai pratiqué, quand j'étais étudiant en art plastique, je travaillais beaucoup autour du violet et puis assez vite, j'ai travaillé autour du rouge. Et avec ce projet Rivaliste, moi, j'ai eu ce vert anglais qui m'est, bah, le même vert que ton pull. Ouais, un peu vert Tu l'as fait canard. exprès. Et j'ai beaucoup aimé ce vert, hein, ce vert anglais que je trouvais très classe, très apaisant et avec lequel je pouvais assez facilement travailler, ma gamme de sportswear et j'aime beaucoup ce vert. Je suis toujours pas lassé d'ailleurs, heureusement, parce que toute la devanture, la devanture en verre de ma salle, ça m'a quand même coûté un petit billet, donc j'ai pas envie d'en changer. Donc je pense que je vais garder ce vert très, très longtemps. J'en suis, très satisfait, ouais, c'est très classe, très chic et c'est, très, très noble. Est-ce que tu trouves pas qu'il y a un côté un peu militaire aussi dans ce vert? Que si on Heu, regarde le nom Rivaliste et qu'on met du vert un peu foncé, en plus, mmh est-ce que pour toi, il y a un côté un peu militaire ou pas du tout? Pas pour moi spécialement. Moi, je vois plutôt le côté premium. Côté militaire, non, mais maintenant que tu le dis, oui, oui, on peut faire un parallèle entre le côté un peu adversité, rivalité, et le côté, vraiment tout l'environnement militaire, ouais, bien sûr. Ce nom Rivaliste, il vient justement de cet aspect un peu, enfin même compétition, adversité? C'est Complètement. Ouais. et l'anglais, c'était aussi,
Enfin, de le tourner en anglais sans le E à la fin? C'était aussi un choix? Oui, oui, oui. C'était un choix, ouais. En fait, j'ai été, rivaliste, ayant été étudiant en art, j'ai été, sensibilisé un peu aux tous les courants artistiques qu'on pouvait avoir en art, hein, l'impressionnisme, le fauvisme, le pointillisme, les ismes, tous les ismes et donc du coup, je voulais créer mon isme à moi, un isme qui serait pugilistique et qui serait tourné autour justement d'accepter l'adversité, accepter de sortir de sa zone de confort, pour grandir et aussi accepter aussi de ne pas toujours gagner. Parce que c'est marrant parce que j'ai vu, un collègue, Franck Petitjean d'ailleurs qui a ouvert sa salle et qui m'a beaucoup inspiré dans La Glove Academy, la c'est ça? Gloves Academy, ouais. Je lui rends un peu hommage parce qu'il a eu ces mots la dernière fois, il disait: «Quand vous faites de la boxe, faites pas de la boxe pour gagner» et il a eu complètement raison, moi j'ai eu beaucoup de défaites. J'ai beaucoup plus de victoires que de défaites heureusement, mais dans ces défaites que j'ai eues, il y en a qui m'ont beaucoup appris et il y a des victoires qui m'ont été stériles en termes d'apprentissage et il y a des défaites qui m'ont donné envie de me sortir et notamment mon premier combat, le tout premier combat que j'ai fait, je pense que ça a été un vrai marqueur décisif. J'ai perdu, par hors combat, donc j'ai été compté 3 fois, 4 fois même, parce que j'ai reçu un coup dans la coquille à un moment donné. Donc du coup, quand on est compté 3 fois, on est déclaré, KO, donc hors combat et après ce premier combat, je me suis remis un petit peu en question. Je me suis dit: «Bon, il y a des trucs qui vont pas», donc c'est là que j'ai commencé à refaire de la musculation, de la préparation physique, d'où mon goût pour la musculation qui m'a amené plus tard à passer mon diplôme de prof de muscu. J'ai fait des mises de gants dans d'autres clubs. J'ai commencé à étoffer un peu plus ma pratique parce que je savais que ma préparation qui m'a amené à faire ce premier combat-là et à avoir un résultat, comme celui d'être mis KO en fait, j'ai compris que c'était pas suffisant, donc il fallait que j'en fasse un tout petit peu plus Mmh. et j'en ai fait à défaut d'en faire un petit peu plus, j'en ai fait beaucoup, beaucoup plus et j'ai 2e combat du coup, c'est moi qui ai gagné par KO et 3e combat KO, et puis après j'ai fait les critériums et à chaque fois que je faisais un combat, bah, je les mettais pas toujours KO évidemment, mais il y en avait que je faisais compter, je commençais à reprendre un petit peu le dessus. Donc ce premier combat que j'ai fait, c'est là où je me suis dit, «Il va falloir que je me sorte les doigts des oreilles et puis il va falloir que je mette plus de moyens à ma disposition si j'ai vraiment envie de réussir». OK. Ouais, premier combat fait un peu office de, reality check, enfin de rappel à la réalité en disant: «Bon, OK, là, il va falloir en mettre un peu plus». C'est là d'où vient le nom. On a parlé de la salle, du nom. Hem, Tu as aussi organisé, quelque chose au Portugal, Complètement. un training camp, si j'ai bien retenu. Ça, c'est quelque chose que les gens te demandent ou c'est quelque chose que toi tu vas proposer, en plus pour te faire kiffer, pour faire kiffer, les élèves? Un peu, voilà, comment ça fonctionne? Est-ce qu'il faut un tour opérateur? Est-ce que c'est toi qui réserves l'hôtel? Enfin voilà, comment ça se passe, concrètement? Alors c'est un projet, dont j'ai bénéficié quand j'étais moi-même athlète. Je partais au Portugal, avec, un collègue Crimo, Crimo Chiali qui est coach, avec qui je m'entends très bien et puis, il me préparait à l'époque pour un championnat du monde que je devais faire en 12 rounds en Écosse, avec la WKA et il m'a proposé de m'amener là-bas parce qu'il connaissait des gens. Il y avait un club de boxeurs professionnels là-bas, avec qui j'aurais pu mettre les gants. On est parti une dizaine de jours là-bas et je me sentais bien là-bas, bien préparé, je me sentais bien et j'étais prêt du coup, à honorer l'échéance comme il se devait et dans l'avion au retour, on commence à échanger. On se dit: «Bah, tiens Crimo, tous les 2 on a une grosse communauté, on devrait peut-être en faire bénéficier nos élèves. Est-ce que ça te dit que tous les 2 on amène un groupe, d'élèves ici au Portugal et on leur fait faire un peu, sur le même format que ce que tu m'as fait faire à moi?» C'est-à-dire des entraînements le matin, le soir et puis on se promène, on visite, au soleil et tout ça, donc ouais, il m'a dit: «OK» et puis on a commencé à organiser ça une fois, 2 fois, ça a toujours très bien fonctionné et puis avec l'ouverture de mon club, je me suis dit: «Bah, tiens, je vais le faire tout seul avec une identité qui sera plus pied-point», parce que Crimo, lui, il faisait plutôt boxe anglaise, kickboxing. Moi, je suis plutôt très pied-point, boxe française, kickboxing, donc j'ai décidé de faire ça tout seul et ça a bien fonctionné. On était 10 cette année. L'année d'avant, on était 30. Il y a un club qui nous a rejoints, avec qui j'ai été partenaire et ouais, c'est un projet qui j'organise seul. Je fais payer uniquement, le côté,
pratique sportive. Les activités annexes sont pas prises en charge. L'hôtel est pas pris en charge, les vols sont pas pris en charge, mais ça me laisse un bel axe d'amélioration si je veux faire évoluer le concept, c'est-à-dire, proposer un projet clé en main. C'est-à-dire que les gens, payent un tarif fixe, avec, chambre, all inclusive, en fait. Voilà, tu fais le règlement et ensuite tu viens les mains dans les poches, quoi, et tu kiffes ton séjour parce que tu te dis plus: «Faut que je paye le machin, le truc», Et tu kiffes ton séjour. Après, j'ai eu, des contre-retours là-dessus. Les gens aiment aussi avoir leur flexibilité, pouvoir prendre un Airbnb au lieu de l'hôtel, pouvoir arriver peut-être un peu plus tard, heu, peut-être arriver, je sais pas, arriver, à un autre aéroport, que Lisbonne, j'en sais rien. Enfin, avoir plus de flexibilité dans les arrivées, les retours, dans l'hébergement, dans la nourriture. Donc, là, je me suis dit: «C'est peut-être bien finalement de garder le concept un petit peu comme ça, où les gens sont libres, de choisir un petit peu, comment ils viennent et ce qu'ils font». En sachant que le sport, par contre, ça bouge pas. On Oui, est à ça la c'est le plage à neuf socle, heures. non négociable. C'est non négociable, hein. Vous êtes là, de 9 heures à 11h30 et le soir de 17 heures à 19h30, et après chacun fait ce qu'il veut en dehors de ces horaires-là. Il y a une chose, dont je voulais parler également à propos de ta salle, c'est quand tu l'as, imaginée, donc tu avais ton local, avec le loyer, les différentes charges. Est-ce que tu t'es dit, «La première année, il faut que j'ai, je sais pas, 50 adhérents, pour que ça fonctionne»? Est-ce que tu t'es mis un peu des objectifs, de nombre, d'adhérents, te disant: «Bon là, si au bout d'1 an j'en ai 15, bon ça va pas le faire, quoi»? Que tu avais un peu une sorte de business plan, en tête? Oui, 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 pas qu'en tête, hein. Il était sur papier, il était sur PDF, je l'ai envoyé aux banques, je l'ai envoyé aux bailleurs, je l'ai envoyé à tout le monde. J'étais obligé d'avoir ce business plan, déjà pour rassurer un petit peu tout le monde, pour leur dire que j'avais un projet viable. On peut pas se présenter en banque sans business plan, et en plus, il fallait aussi proposer, 3 hypothèses. Une hypothèse défavorable, une hypothèse normale et une hypothèse très favorable, en sachant que les 3 doivent tourner, si on veut que la Mmh. banque nous prête de l'argent. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai trouvé, je crois que c'était de mémoire 100 membres pour être à mon point d'équilibre. Aujourd'hui, j'ai mes 100 membres, donc j'ai atteint mon point d'équilibre. Au bout au Maintenant, bout au bout d'1 an? même avant, au bout de mon point d'équilibre, je l'avais au mois de mai. Au mois de mai 2025? Mai 2025, ouais, complètement. Donc à peu près 6 mois après ton ouverture, tu étais rentable sur le papier? Enfin, pas même pas que sur le papier, hein, mais, Ouais, et puis après, il y a eu, le mois de juin. Donc le mois de juin, j'ai rentré les inscriptions pour les enfants. Donc là, j'ai doublé justement ce chiffre-là, ce qui m'a laissé de la trésorerie pour finir l'année. Et puis après, il y a eu le mois de juillet, août, forcément où, ça décroît un petit peu, il y a moins de fréquentation. Donc voilà, il y a beaucoup de variables comme ça, c'est pas: «J'ai 100 membres, c'est bon, ça roule». Il y a beaucoup d'autres paramètres à prendre en compte, la saisonnalité, notamment. Mais voilà, aujourd'hui, la salle, tourne correctement. bah, au bout d'1 an, c'est plutôt pas mal dans ce paysage parisien où il y a quand même beaucoup de salles maintenant Mmh. et où il y en a vraiment pour tous les goûts, donc vraiment de l'associatif où c'est vraiment très peu cher, comme du premium. Être rentable, sur la première année, ça me paraît être une belle réussite. Oui, après, moi, j'avais déjà mon fonds de commerce, je suis déjà entre guillemets «un coach», une célébrité sur Paris. Les gens me connaissent de par les réseaux sociaux, de par, pour m'avoir croisé déjà dans plusieurs clubs. Donc et puis j'ai toujours eu des bons rapports et des bons retours, j'ai toujours bien travaillé. Donc quand j'ai ouvert ma salle, les gens, forcément, m'ont rejoint. Donc j'avais déjà un portefeuille de clientèle qui m'a aidé à capter d'autres personnes, parce qui sont venus en voyant qu'il y avait une bonne ambiance, qu'il y avait déjà un bon niveau. Donc ces gens se sont agglomérés et puis voilà, c'est comme ça que j'ai eu mes 100 membres assez rapidement. En plus de cette salle, tu as aussi une marque, de sportswear. Ouais. Tu peux nous en parler? Alors c'est d'abord des t-shirts. Moi, ma première entreprise, donc j'ai toujours eu cette fibre un peu entrepreneuriale, vouloir créer des choses. J'ai toujours été quelqu'un de très créatif, et ma première petite entreprise, ça a été de floquer des t-shirts. Donc je commandais des t-shirts, je dessinais un logo pour un club, je floquais les t-shirts et après je les revendais au club. Et en fait, quand je me suis lancé là-dedans, ma première commande m'a permis de rentabiliser déjà tout le matériel. Et ça, c'est un truc que j'ai gardé. J'ai toujours bien aimé faire des t-shirts, j'ai toujours bien aimé, être stylé quand je boxe, avoir une Mmh. belle tenue, avoir un beau t-shirt. Mmh. Donc voilà, on va dire, c'est une side quest que j'ai encore aujourd'hui. Je floque encore des t-shirts, je personnalise encore mes t-shirts, pour mes membres, pour faire des cadeaux.
Et voilà, j'ai toujours eu cette, ce délire à textile, à toujours avoir des beaux survêts. Donc voilà, aujourd'hui, la prochaine étape, c'est d'avoir une gamme de vêtements, une gamme de protection, des beaux gants de boxe. Voilà, je me fais fournir, je fais produire ça à l'étranger et puis je les récupère après au club et je les vends au club. Toujours dans l'univers du sport. Toujours dans l'univers du sport. Après, je commence à avoir des inspirations qui sortent un petit peu. Bah tiens, regarde, là, j'ai un t-shirt Godzilla, là, tu vois, Ok, qui donc attaque là, l'Arc de Triomphe. Donc, c'est des trucs un peu créatifs ouais, que je m'autorise et que j'aime bien. Voilà. Après, c'est des projets que je fais surtout pour moi. Si je les vends, tant mieux. ouais. Comme je t'ai dit aujourd'hui, bah, je cherche pas à faire beaucoup d'argent sur mes t-shirts et sur mes vêtements. La priorité, c'est les cours de sport. Et ça, c'est une side Mmh. quest. Une belle quête annexe. Jean-Baptiste, on arrive à la fin de cette émission. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé que t'aimerais rajouter? Se faire accompagner, c'est très important. C'est vrai que c'est un projet que je porte seul et que j'ai eu envie de créer seul. Et aujourd'hui, je suis très content de le mener seul. Mais j'ai des business angels avec moi, j'ai des personnes qui m'ont aidé financièrement, c'est des élèves à moi et je les remercie encore pour leur aide, vraiment. C'était important, sans eux, j'y serais pas arrivé et merci pour leur aide financière et merci de me faire confiance parce qu'ils opèrent pas avec moi et ils me demandent pas de compte. Ils me font confiance. Merci aussi à tous ceux qui m'ont aidé, Françoise Chausson, l'avocate qui m'a, aidé à négocier, certains termes du bail. Heu Et puis, merci à ma communauté qui me suit et qui me rappelle au quotidien que ce que j'ai fait, bah, c'était ce qu'il fallait que je fasse et aujourd'hui, je suis quelqu'un de très, très heureux. Bon, alors financièrement, c'est compliqué. Financièrement, c'est compliqué parce Ouais, qu'avant, je gagnais très, très bien ma vie et aujourd'hui, il a fallu que j'accepte d'avoir une perte financière et de m'endetter et aujourd'hui de pas avoir des revenus tout de suite. La salle se porte bien, mais par contre, j'ai une autonomie, j'ai une liberté, je rencontre des gens. Pour te faire, le mois d'octobre, par exemple, bah, j'ai participé à un championnat du monde avec ma salle. J'ai fait 3e. J'ai tout de suite après, je prenais l'avion pour Lisbonne. Je faisais ma retraite sportive au Portugal. En revenant sur Paris, bah, j'avais un colis qui m'attendait à la salle que mon stagiaire m'a récupéré. Bah, il y avait tous mes vêtements, en fait, de ma nouvelle gamme Rivaliste qui sortait. la fast Tout life. ça, c'est ouf. Fast life, mais ouais, mais c'était trop bien et c'est là où je me fais: «Ouais, j'ai fait le bon choix et c'est vraiment la vie que je voulais». Un peu moins de sous, mais beaucoup plus de liberté et de kiff, quoi. Les sous, ça va venir plus tard. Je suis pas financièrement, je suis pas non plus en demande, ça va, mais voilà, en fait, on fait pas ça pour être riche, on fait ça pour être riche du cœur. Voilà. Mmh. L'amour du sport aussi. L'amour du sport et puis, l'amour de son travail. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Merci à toi, Franck, de m'avoir reçu. À la prochaine. À la prochaine. Merci à toi pour ton écoute. J'espère que ça t'a plu. Et si c'est le cas, je t'invite à mettre 5 étoiles à ce podcast, à le partager avec un ami, un collègue ou quelqu'un de ta famille. Et je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode.